Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux femmes au Rojava. Dans le premier épisode, j'ai essayé de te situer ce qu'était le Rojava et pourquoi son avenir est incertain. Dans celui-ci, je vais te parler d'un grand principe idéologique, le confédéralisme démocratique, et de façon plus concrète, comment la société s'organise au quotidien. Pour rappel, dans l'épisode suivant, je te ferai des portraits de femmes qui se sont battues ou qui se battent toujours pour la reconnaissance du peuple kurde, la fin de l'impérialisme, du capitalisme, du patriarcat et la mise en place d'un système bénéfique pour les humains et la planète. Dans cet épisode, j'aurais aimé te parler de la culture kurde, culture qui, je le rappelle, a été interdite et encore interdite à certains endroits. J'aurais aimé te parler des chants, des fêtes, des subtilités de la langue, des religions ou même de la cuisine, mais je ne l'ai pas fait sinon l'épisode aurait été interminable. Dans celui-ci, comme dans les deux autres, il y a de la musique kurde, mais pas n'importe laquelle, de la musique d'hommage ou de révolte. Certains et certaines interprètes sont en prison aujourd'hui pour les avoir joués. Je te donnerai plus d'informations sur ces musiques dans les descriptions. Bonne écoute. Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas d'idées politiques. Je n'ai pas d'avis. Le Rojava est un endroit assez unique d'expérimentation sociale. Parce que là-bas, une certaine politique conduit la société, le confédéralisme démocratique. Pour comprendre ce qu'est le confédéralisme démocratique, il faut d'abord que je te parle d'Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan, aussi appelé Apo, c'est un homme kurde né en Turquie. Il est devenu assez important au sein du mouvement de libération du peuple kurde, notamment en étant un des fondateurs du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Sa pensée a influencé beaucoup de monde et influence encore maintenant l'organisation du Rojava. Comme l'était la ligne directive du PKK, il était au début de sa vie de militant marxiste-léniniste. Je t'en ai pas mal parlé dans l'épisode 1, mais pour rappel, le PKK est une organisation d'action directe organisant une lutte de décolonisation du peuple kurde contre la Turquie. En avril 1973, un groupe de 6 personnes s'est réuni pour fonder une organisation politique kurde indépendante. Elles ont agi en vertu du principe selon lequel le Kurdistan était une colonie de type classique, où l'on utilisait la force pour refuser à la population son droit à l'autodétermination. Leur but premier était donc de changer cette situation. Rapidement, la Turquie la classe comme organisation terroriste. Les arrestations et les violences contre ses membres sont nombreuses. Au début des années 90, Abdullah Öcalan explique pourquoi le marxiste-léniniste, c'est pas ouf, et il théorise son idée du confédéralisme démocratique. Enfin, évidemment, il l'a pas inventé seul, c'est le fruit de nombreuses réflexions avec des camarades, mais c'est son nom qu'on retient. Il remet en question beaucoup de choses du PKK, notamment le fait que c'est une organisation hiérarchique et que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Même si le PKK jurait défendre des idéaux de liberté, nous n'étions pas parvenus à nous libérer nous-mêmes du paradigme hiérarchique. Le but n'est plus de créer un État-nation, ils veulent créer un nouveau système. Il a écrit des textes et des livres, notamment le livre La Révolution communaliste. Ce livre est composé de 4 de ses brochures. Guerre et paix au Kurdistan, Confédéralisme démocratique, Libérer la vie, la révolution des femmes, et la nation démocratique. Il a détaillé comment s'organiserait selon lui une société alternative aux sociétés capitalistes. Malheureusement, il ne pourra pas voir de ses yeux la mise en pratique de ses idées, parce qu'en 1998, il est allé en Europe pour chercher à résoudre le conflit avec la Turquie, ça n'a pas trop marché, et il est arrivé à Nairobi, au Kenya, pour se rendre en Afrique du Sud, où le gouvernement lui offrait l'asile. Sauf qu'il s'est fait arrêter, plutôt kidnapper, et s'est fait livrer à la Turquie en 1999. Abdullah Öcalan est considéré par le gouvernement turc comme le leader du PKK, un parti considéré comme terroriste, et ses écrits influencent des révolutionnaires de toute la planète. Donc tu te doutes que le jour de son arrestation, le gouvernement turc a fait péter le champagne. Jusqu'en 2009, Öcalan était le seul prisonnier de la prison d'Imrali, qui est une île. Il est isolé de tout. C'est une zone militaire surveillée par 1000 soldats. En 2009, ils ont rajouté quelques prisonniers à l'intérieur, mais ça n'a pas changé, ça a plutôt aggravé les conditions de détention. Öcalan est dans une cellule de 13 mètres carrés, coupé de tout, et il continue de lutter en écrivant. Il était condamné à mort, mais grâce à la résistance des Kurdes et à certaines pressions internationales, il est toujours en vie, mais condamné à perpétuité. La peine de mort en Turquie a été abolie en 2002. Nous sommes plus de 20 ans après l'incarcération d'Öcalan. La situation du peuple kurde a changé. Le confédéralisme démocratique s'est installé dans plusieurs régions. Et elles sont la preuve qu'une société en totale rupture, avec un régime patriarcal et capitaliste, est possible. Maintenant que je t'ai présenté Öcalan et le PKK, je peux te parler de l'idéologie mise en place au Rojava et dans certaines zones du Kurdistan, le confédéralisme démocratique. Mais pour le comprendre, il faut d'abord comprendre le municipalisme libertaire. En gros,
Le municipalisme libertaire est une des façons de concevoir l'organisation d'une zone géographique et d'une société sans État-nation. Pour théoriser le confédéralisme démocratique, Abdullah Öcalan s'est beaucoup inspiré du municipalisme libertaire et lui a rajouté des questions sociales. Mais je vais commencer tranquillement par t'expliquer ce que c'est que le municipalisme libertaire. Le municipalisme libertaire est théorisé par Murray Bookchin, un anarchiste américain. Pour faire simple, supprimer l'État-nation et mettre en place seulement des communes autogérées. C'est-à-dire qu'il y aurait des villes ou des villages qui s'organiseraient seuls, qui régleraient leurs problèmes à l'échelle locale, en s'organisant en démocratie directe, sans intermédiaire. Il remarque, enfin c'est pas le premier à le remarquer évidemment, que les citoyens et citoyennes de pays dans lesquels était mis en place un système de vote, comme en France par exemple, étaient de plus en plus désintéressés de la vie politique. C'est-à-dire, tu vis dans un endroit où on ne te demande jamais ton avis sur aucune décision politique, la seule chose que tu peux faire c'est voter pour quelqu'un tous les 5 ans, quelqu'un qui ne te représente pas vraiment, peut-être le moins pire de tous les candidats, qui ne va sûrement pas appliquer le programme qu'il avait proposé. Tu m'étonnes que tu te sentes insignifiant et que t'aies pas envie de t'en mêler. Surtout quand tout est fait pour que seulement une élite comprenne les décisions prises. Mais j'imagine que si t'écoutes des podcasts anarchistes, j'ai pas à t'expliquer pourquoi le gouvernement comme on le connaît actuellement est une vaste mascarade. Du coup, son projet de municipalisme libertaire, c'est de découper des zones géographiques en communes. Enfin, c'est pas forcément une ville, parce qu'il y a des villes bien trop énormes, et du coup les découper par quartier. Les habitants et habitantes d'un quartier se réuniront tous les mois, toutes les semaines, peu importe, pour discuter et débattre de la zone où elles vivent. Comment faire mieux? Y a-t-il des problèmes? Comment les résoudre? Le pouvoir n'est pas donné à une poignée d'individus, enfin plutôt volé par une poignée d'individus, mais les décisions sont prises collectivement. Il est évidemment conscient qu'il ne peut y avoir de démocratie directe sans réduction du temps de travail. Le temps de travail actuel ne peut pas laisser le temps aux citoyens et aux citoyennes, notamment celles et ceux qui ont une vie de famille, de s'investir politiquement dans le fonctionnement de leur quartier. La réduction du temps de travail, et du coût de la production, serait aussi une avancée écologique. L'écologie est un combat très présent chez Bookchin. C'est un des premiers penseurs anarchistes à imposer cette question dans les milieux révolutionnaires. Il avait bien conscience qu'il ne peut y avoir d'écologie sous le capitalisme. Mais bref, revenons à nos communes. L'idée c'est que chaque commune soit au maximum autosuffisante sur ce qui concerne la nourriture et l'énergie, mais évidemment en fonction du type de sol, de la zone géographique, de la température de la zone, c'est pas possible de produire partout la même chose, et puis ça servirait à rien de construire par exemple un énorme hôpital dans chaque commune pour 500 habitants et habitantes à chaque fois. Enfin, l'idée c'est clairement pas de se couper des autres communes, et de créer des mini-états. Les grosses décisions seraient prises à une échelle plus importante, mais le maximum de choses qui pourraient être réglées à petite échelle le seront. En ce qui concerne la prise de décision, Bookchin parle du vote à la majorité, ce qui est très critiquable. D'ailleurs, lui aussi affirme que c'est pas une excellente décision, mais il critique aussi la prise de décision au consensus. Et comme le rappelle Jeannette Biel, les communautés qui se gouvernent par consensus y parviennent souvent en manipulant les dissidents pour qu'ils se rallient à la position majoritaire, ou même en les y forçant en secret par des pressions psychologiques ou de discrètes menaces. Et comme tous les autres paramètres du municipalisme libertaire, c'est des choses qui peuvent être remises en question en fonction de où tu vis, comment tu vis, quelle est l'histoire de la population de la région, etc. Et comment arriver au municipalisme libertaire? Toujours d'après Bookchin, il faut être sur 2 fronts principalement. À la fois construire des initiatives locales et à la fois investir le système politique actuel pour prendre le contrôle des municipalités. Ce deuxième point varie beaucoup en fonction de la législation de ton pays. Il y a des États qui laissent plus de liberté aux communes que d'autres sur la gestion d'une ville. Murray Bookchin ne nous fournit pas un manuel de la société anarchiste, mais il nous expose une piste. Et c'est justement sur cette piste que Öcalan a construit son idée de confédéralisme démocratique. Encore maintenant, Murray Bookchin est un penseur très reconnu au Rojava. La nouveauté du confédéralisme démocratique, c'est déjà qu'une commune n'est pas forcément un lieu géographique. C'est-à-dire qu'en plus de ton quartier, si ta fonction dans la société c'est de fabriquer des stylos, tu vas aussi être investi dans une organisation de fabricants et fabricantes de stylos. Et vu qu'il n'y a pas 15 personnes qui fabriquent des stylos dans chaque commune, donc ce serait des assemblées avec tous les fabricants et fabricantes de stylos d'une zone géographique bien plus étendue. Bon là, je t'ai résumé grossièrement, mais en gros, en plus de s'investir dans la vie de ton quartier, tu t'investis aussi dans des décisions prises pour ton corps de métier. Une coopérative si tu veux. Les coopératives repensent l'organisation du travail et la distribution des profits. L'autre nouveauté du confédéralisme démocratique, c'est de rajouter toutes les questions sociales. L'écologie était déjà une mesure prise en compte dans le municipalisme libertaire. Mais au Rojava, la question des droits des femmes, de la décolonisation et de la vie commune de différentes populations, la coexistence, sont des sujets très réfléchis et font partie des piliers théoriques du confédéralisme démocratique. Dans une commune, tout le monde peut participer aux assemblées générales, réfléchir aux aménagements du territoire, remonter des problèmes, etc. Mais pour les questions très précises, il y a différents sous-groupes de gens qui gèrent certains aspects de la vie quotidienne.
l'éducation, la justice, l'économie, la généalogie, la défense, etc. Ces gens, qui peuvent être n'importe qui, sont élus en mandat impératif et ils doivent rendre des comptes de leurs décisions. Si les citoyens et citoyennes conviennent qu'une personne fait n'importe quoi, et elles peuvent révoquer son mandat à tout moment. Une fois que les décisions ont été prises dans une commune, des délégués, souvent deux, un homme et une femme, se rendent à un gros rassemblement qui sert à mettre toutes les informations en commun, mais qui ne prend pas de décision suprême qui s'appliquerait à toutes les communes. En ce qui concerne le droit de vote, il est normalement donné à tout le monde, mais cela peut varier si certaines communautés refusent de signer la charte du Rojava, s'ils ne sont pas d'accord avec le confédéralisme démocratique. En général, c'est surtout des gens qui ont fait partie de l'organisation de Daesh et qui sont revenus là pour X raisons. Ce sont des questions qui sont débattues localement. Par exemple, à Manbij, il y a des gens donc c'est des populations arabes qui n'ont pas le droit de voter, mais c'est pas parce que les Kurdes ont voté contre. En fait, il se trouve que les Kurdes ont voté pour, qu'ils voulaient leur donner le droit de vote, même si c'était des gens de Daesh, ils voulaient leur donner le droit de vote, mais le reste de la population, qui donc est arabe, turkmène, a voté non. Et donc on peut avoir des effets comme ça qui peuvent nous revenir dans la presse, qui sont pas forcément bien détaillés, et du coup on peut avoir vraiment de grosses difficultés à comprendre comment ça fonctionne sur place. L'extrait que tu viens d'entendre, je l'ai récupéré sur la chaîne YouTube de Radio Bip. C'est une conférence qui date d'il y a quelques années où deux personnes, Layla et Matisse, parlaient du Kurdistan et du confédéralisme démocratique. Comme d'hab, elle est en description et je te conseille vraiment de la regarder si t'as envie de savoir exactement comment ça fonctionne à l'intérieur même des communes. En ce qui concerne la justice, l'idée c'est de mettre en place une justice réparatrice, qui vise à faire en sorte que le ou la condamné réfléchisse à ses actes et, contrairement à la justice qu'on connaît, qui est punitive, ne soit pas écarté de la société. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Dans certaines zones, il y a encore des prisons, mais c'est quelque chose qui se construit. Et c'est important de préciser, même si tu t'en doutes, que la peine de mort n'existe pas au Rojava, même pour les prisonniers de Daesh. Cette organisation-là est en train de se mettre en place au Rojava et dans certaines zones du Kurdistan. Elle est à un stade bien avancé, mais évidemment, quand il y a des types de Daesh qui viennent se faire sauter devant chez toi ou l'armée turque qui fusille ton village, c'est compliqué de mettre tout ça en place rapidement. Ce que je trouve très intéressant dans le confédéralisme démocratique et sa mise en place dans certaines régions, c'est que c'est pas parti d'une grosse ville qui a ensuite dicté sa politique aux campagnes, c'est l'inverse. C'est dans les zones rurales que les expérimentations sont faites, et ça influence ensuite les villes. Et les contextes entre les quatre États qui séparent le Kurdistan, la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran, sont chacun très différents. Et c'est intéressant de voir comment chaque commune s'organise en fonction de son contexte. Alors évidemment, il faudrait des heures pour tout comprendre un confédéralisme démocratique. Enfin, même pas, il faudrait le voir par soi-même, mais j'espère que je t'ai donné envie d'encore plus creuser le sujet. Le confédéralisme démocratique est ouvert aux autres groupes et factions politiques. Il s'agit d'un système flexible, multiculturel et antimonopoliste fondé sur le consensus. L'écologie et le féminisme sont au nombre de ses piliers majeurs. Dans ce type d'auto-administration, il sera nécessaire de mettre en place une économie alternative qui permettra d'accroître les ressources de la société au lieu de les exploiter, répondant ainsi à ses multiples besoins. Alors je vais rapidement te parler de quelques points sur la culture et les mentalités au Rojava. C'est des petits points que j'avais envie de t'en parler mais que je savais pas trop où caser, donc je les mets là. Déjà, il y a une grosse culture du martyr. Quand quelqu'un meurt au combat, on ne dit pas qu'il est mort, mais bien qu'il est devenu séïd, ça veut dire martyr. Les cérémonies après le décès des martyrs sont nombreuses et puissantes. Leurs photos sont mises en avant partout, même celles des internationaux. La phrase Séïd Namirin, les martyrs ne meurent pas, est prononcée régulièrement. La violence commence dès vos premiers jours au Rojava, avant même de toucher une arme. Arrivé au centre d'entraînement du YPG, impossible de ne pas être bouleversé par les innombrables portraits des martyrs de la cause qui recouvre les murs de chaque pièce. Un point important aussi, c'est l'autocritique. Autant dans les idées que dans la pratique, c'est central. À la fois se remettre en question soi-même, puis remettre ses idées en question, le fonctionnement de ta commune en question, etc. Je te parlerai du takmil dans quelques minutes et tu verras à quel point cette question est prise au sérieux. Au sein du Rojava, il n'y a pas que des Kurdes. Il y a des Assyriens et des Assyriennes, des Turkmènes, des Arabes et plein de gens venant de partout. Pour des raisons culturelles, religieuses et politiques, la cohabitation peut parfois poser problème. C'est quelque chose qui est débattu et travaillé. Beaucoup de choses sont faites pour permettre à tout le monde de vivre ensemble. C'est la coexistence. Par exemple, il y a 3 langues officielles, le kurmanji, l'arabe et le syriaque. Les livres d'école sont édités dans ces 3 langues. Les enfants, qui étaient avant sous-considérés, en tout cas pas considérés comme des humains à part entière, comme dans plein de sociétés d'ailleurs, sont de plus en plus écoutés. La culture de l'autocritique vaut aussi pour eux. C'est fini les punitions stupides, on n'envoie pas l'enfant contre un mur 20 minutes s'il a fait une bêtise, on discute avec lui pour essayer de comprendre sa position et que lui comprenne la nôtre. Ça aussi c'est quelque chose en construction, c'est pas comme ça partout. Je vais maintenant te parler de généalogie.
C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand on s'intéresse à la révolution des femmes au Rojava et dans le Kurdistan en général. Déjà historiquement, en 1998, une organisation appelée YAK, Union des femmes libres du Kurdistan, a conçu une idéologie de la libération des femmes, et le nom gynéologie a été adopté en 2008. Depuis 1998, cette idéologie a bien sûr évolué. Un principe clé du Rojava, c'est l'autocritique et l'apprentissage. Au fur et à mesure des expériences et des découvertes, les théories évoluent. La gynéologie est donc une science sociale, faite par et pour les femmes. On parle beaucoup de parité dans les institutions politiques au Rojava ou dans les forces armées, mais la gynéologie va bien au-delà de ça. Elle n'offre pas une vision émancipatrice de la femme, mais veut que toutes les personnes sociabilisées comme femmes s'émancipent de la façon la plus adaptée pour elles-mêmes. Les principes et les théories de gynéologie sont encore théorisés et réfléchis par tout le monde. Pas une pseudo-élite féministe, mais toutes les femmes peuvent apporter leur pierre à sa conception. Pour mettre fin à son esclavage, chaque être humain doit tout d'abord rompre avec le contexte qui le rend esclave. Et il s'agissait bien de cela. Ses camarades doivent de nouveau s'organiser à tous les niveaux, des plus basiques, comme se nourrir, faire du feu, s'auto-défendre, jusqu'à la création de laboratoires, de bibliothèques, de générateurs d'énergie. Et dans un effort sincère et viscéral, elles créent leur propre vision et ressenti du monde, la gynéologie. Mais la gynéologie n'est pas seulement la science des femmes, c'est aussi la science du vivre ensemble. Des formations de gynéologie sont données dans toutes les sphères de la société, dans les écoles, les institutions politiques, les formations des forces armées, etc. Le patriarcat est considéré comme une forme d'oppression tout aussi dévastatrice que le capitalisme, voire même le capitalisme ne peut être détruit sans avoir détruit le patriarcat en amont, mais les femmes ne se contentent pas de dire qu'elles sont égales aux hommes. Elles sont autonomes dans tous les aspects de la vie quotidienne, apprennent à créer, à fabriquer, à réparer, à conduire, et évidemment à se battre et à lutter sur le front et à l'intérieur. Parce que les femmes au Rojava se battent à l'extérieur pour détruire Daesh ou le système impérialiste, mais aussi de l'intérieur, pour détruire le système patriarcal de leur famille. Celles qui ne se battent pas travaillent dans les mairies, créent des coopératives, prennent part à la vie active et politique, ce qui est une vraie révolution pour les femmes du Moyen-Orient. Des formations spécifiques sont apportées aux personnes qui en auraient besoin sur les violences sexuelles, les violences conjugales, les enfants, sur l'avortement ou sur les traumatismes divers. Des débats, d'abord seulement entre femmes ou seulement entre hommes, puis mixtes, ont été organisés sur la question du mariage, qui augmentait le confort des hommes mais coupait les femmes d'une vie sociale. Des lieux ont été créés comme une fac de gynéologie, des centres de recherche, des instituts, le plus connu étant l'Institut de gynéologie Andrea Wolf. Quand je me suis intéressée théoriquement à la gynéologie, notamment en lisant les livres d'Öcalan sur le sujet, j'ai été un peu perdue. J'avais l'impression qu'on me parlait de féminin sacré, qu'on allait valoriser la maternité et répéter en boucle que les femmes ne sont qu'amour et douceur. Mais quand on s'intéresse à la pratique et aux écrits réalisés par des femmes, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Que c'est un mouvement d'auto-organisation et d'autodéfense centrale dans la libération d'un peuple. Et il y a une tendance assez récurrente de rapporter à Öcalan toutes ces théories, comme le rappelle une responsable de l'Académie des femmes de la ville d'Ahmed. Beaucoup d'étrangères et d'étrangers viennent nous voir en nous disant que les écrits d'Apo sont féministes. Oui, ils le sont, et aujourd'hui on s'en inspire. Mais il ne faut pas oublier d'où ils viennent. C'est parce que des femmes se sont battues qu'il y a ces écrits. Parce qu'il y a des camarades comme Sarah, ou des Dila qui ont tenu ces lignes. Mais quand j'ai eu la chance d'échanger avec des femmes venant du Rojava ou plus généralement du Kurdistan, il n'y avait pas ce culte de la personnalité que j'avais peur qu'on voue à Öcalan. Et, dernier point sur la gynéologie, elle ne s'articule pas seulement sur la lutte contre le patriarcat, mais bien sur la lutte contre l'impérialisme, contre le capitalisme et le colonialisme. Ces points ne sont pas accessoires, mais font bel et bien partie de cette idéologie. Bien évidemment, c'était pas simple. À la fois pour les hommes, parce que renoncer à des siècles de supériorité, ça leur a fait tout drôle, mais aussi aux femmes, parce que prendre conscience de soi, de son corps, de ses capacités, après qu'on t'ait fait comprendre que t'avais pas plus de valeur qu'un rideau de douche, c'est pas simple non plus. Contrairement à des mouvements féministes, en France par exemple, tout ça s'est fait extrêmement rapidement. En ce qui concerne les questions LGBTI, j'ai eu l'immense chance de pouvoir parler avec Rosida, une femme trans de Turquie, qui m'a beaucoup éclairée sur le sujet. Ces questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre ne sont quasi jamais abordées. Par exemple, Öcalan, dans la totalité de ses écrits, n'a pas mentionné ce sujet une seule fois. Pourtant, les meurtres de personnes queer existent bien. On peut parler notamment de Rosin Sisek, il avait 17 ans, tué par son père et 2 de ses oncles en juillet 2012 à Bakour, dans le Kurdistan turc, parce qu'il n'acceptait pas le fait qu'il soit gay. Ou de Doski Azad, une femme trans de 23 ans qui s'est fait assassiner par son frère en janvier 2022 à Bassour, dans le Kurdistan irakien. Son frère a quitté le pays depuis. L'homosexualité et la transidentité ne sont pas, comme certains aiment le dire, des conséquences du capitalisme. Mais l'homophobie et la transphobie ne sont pas non plus des conséquences du capitalisme et sont des fléaux présents partout. Et heureusement, des personnes LGBTQ qui s'organisent, il y en a. Notamment le bataillon queer anarchiste TQILA, je sais pas trop comment le prononcer, j'ai envie de le prononcer Tequila, qui écrivait dans un communiqué en août 2017. Même au sein de la guérilla, le sujet peut parfois être tabou.
Il existe au sein de la société kurde un maintien des attitudes conservatrices vis-à-vis des minorités sexuelles et de genre. Cependant, il existe aussi, en particulier chez les femmes du mouvement de la libération du Kurdistan, qui s'engagent dans la critique, la théorie et l'analyse de la sexualité et du genre. Par exemple, dans les cours de gynéologie, la nouvelle science des femmes, développée par le PKK, inspirée des théories d'Öcalan, le genre est analysé en tant que construction sociale en utilisant les théories de Judith Butler et de Michel Foucault. Le fait que ces théories soient analysées et discutées par l'un des plus importants groupes de guérilla de gauche dans le monde, le PKK, au beau milieu d'une révolution et d'une guerre, est encourageant et inspirant. Nous pensons que le Rojava est en train de devenir un endroit qui sera assez progressiste pour accepter les minorités sexuelles et de genre si la révolution parvient à survivre à la guerre qui se profile contre la Turquie. De ce que je comprends des recherches que j'ai faites, c'est que pour l'instant ces questions ne sont pas traitées partout, ou en tout cas pas assez, mais que cette zone est tellement mouvante, avec des remises en question constantes de chaque idée, que l'espoir que bientôt les différentes orientations sexuelles ou que la question du genre soit traitée comme une lutte légitime et indissociable des autres existe bien. Les YPG et YPG sont la force armée du Rojava. J'ai un peu du mal à les appeler armées, sachant que les gens qui se battent ne sont pas des militaires de carrière, mais seulement des volontaires destinés à défendre leur peuple, leurs idées, et à lutter contre l'extrémisme religieux d'un côté ou l'impérialisme de l'autre. La différence entre les deux est que les YPG est une faction armée constituée d'hommes et les YPG une faction armée composée de femmes. YPG signifiant unité de protection du peuple et YPG unité de protection de la femme. Les YPG se forment en 2011 et les YPG, qui devaient être une branche féminine des YPG, s'autonomise finalement en 2016. Il y a aussi des combattants et combattantes de plein d'autres organisations, comme les Peshmergas, le PKK, l'International Freedom Battalion, les Assaïs, etc., qui combattent partout au Kurdistan. Mais les YPG et YPG, étant numériquement la force la plus importante et étant consacrées seulement à la zone syrienne du Kurdistan, donc le Rojava, je vais parler seulement d'elles. Dans les forces armées que sont les YPG et YPG, il y a évidemment des Kurdes, mais aussi des Assyriens et des Assyriennes, des Arabes, des Turcs et des gens de partout dans le monde. Ah oui, parce que les Turcs ne sont pas tous des merdes à soutenir le régime criminel d'Erdogan, et certains et certaines, notamment des anarchistes ou des communistes, s'engagent dans les YPG et YPG. Quand quelqu'un s'enrôle dans les YPG ou YPG, il suit d'abord plusieurs mois de formation. Une formation linguistique, parce que c'est quand même plus pratique d'aller au front avec des gens que tu peux comprendre, une formation militaire et une formation idéologique. Cette formation idéologique, elle n'est pas là pour laver le cerveau des gens, elle est là pour leur faire comprendre pourquoi ils vont se battre et risquer leur vie. L'organisation des YPG et YPG est très différente des armées que l'on peut connaître. Le fonctionnement est réfléchi de façon à être révolutionnaire. Pas de grade sur les uniformes, pas de salut militaire. La hiérarchie est basée sur l'expérience. Il y a un ou une commandante de bataillon à l'intérieur des forces armées, mais si un certain nombre de combattants et combattantes se plaignent de le ou la commandante, celui-ci peut être destitué. À l'intérieur des forces armées, il y a une grosse importance donnée au Heval, ça veut dire camarade ou ami. Quand on présente quelqu'un, on l'appelle Eval, puis son nom. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les martyrs, appelés séides, sont honorés. Sur le front, les combattants et les combattantes essayent au maximum de récupérer les corps de leurs camarades tombés au combat. L'arme la plus utilisée est une Kalachnikov, spécifiquement AK-47. Un fusil d'assaut soviétique parce qu'elle a été produite massivement et exportée partout dans le monde. Mais il peut y en avoir d'autres. D'ailleurs, en ce qui concerne les armes, certaines viennent de l'US Air Forces, la branche aérienne de l'armée des États-Unis. Parce que fut un temps où les États-Unis s'investissaient dans la lutte contre l'État islamique en envoyant des armes ou du soutien aérien aux YPG et YPG. Un bataillon s'appelle Taboul. Il y a des tabous spécifiques, notamment les tabous des quadros. Les quadros, c'est des combattants et combattantes très expérimentés qui donnent leur vie entière pour la lutte, qui sont souvent assez proches du parti et qui laissent tout derrière eux. Il y a aussi des tabours composés de suicastes. C'est des tireurs et des tireuses de précision. C'est différent des snipers. Eux interviennent dans les combats rapprochés, surtout pour justement éliminer les snipers. Outre le fait de tirer avec précision, on doit choisir sa position et la renforcer. Se camoufler et évidemment se concentrer sur la balistique, les viseurs et les armes. Par contre, même si le Rojava est une zone en guerre permanente, il ne doit pas être un état militaire. Dans beaucoup de villes, il est interdit pour les membres des YPG et des YPG de porter leurs armes. L'armée ne doit pas oppresser le peuple et c'est quelque chose qui est très pris au sérieux. La question des prisonniers et des prisonnières aussi est une question importante. Yael pense que personne n'est perdu et que personne n'est fondamentalement mauvais. Les prisonniers et les prisonnières sont bien traités. En ce qui concerne leur jugement, il peut se faire directement au Rojava où les gens peuvent être jugés dans leur pays. En tout cas, la peine de mort n'existe pas. Et sur le sujet des YPG exclusivement, donc la force armée seulement féminine, c'est une vraie révolution. Des femmes qui étaient condamnées à être mariées de force, vendues à Daesh ou à être seulement des mères, se retrouvent à prendre les armes, se battre contre un ennemi qui voudrait les voir mortes, ou en tout cas esclaves, pour se défendre leur terre, leur peuple, leur liberté. Au-delà de l'aspect combatif,
Le fait de vivre seulement entre femmes, de s'organiser ensemble, de nettoyer leurs armes ensemble, de se nourrir ensemble, de pleurer leur séide ensemble, les rend fortes et puissantes. Je finirai sur les YPG en parlant de l'image que l'Occident a d'elles, soit complètement idéalisée comme Asia Ramazan Antar, 19 ans, qui est tombée martyre en se battant contre Daesh et qui a été qualifiée d'Angelina Jolie du Kurdistan par un média britannique, soit infantilisée comme la chaîne de documentaire Notre Monde, qui interroge des combattantes qui témoignent de sujets très sérieux, AK-47 à la main, pour qu'il nomme ce reportage « La guerre des filles ». Il ne faut pas juger une personne à son physique. C'est le sacrifice personnel pour l'objectif collectif qui compte. Quoi qu'il en soit, ces gens qui se battent pour la liberté, pour une idéologie socialiste, pour se défendre, devraient avoir bien plus de soutien international. Et pas seulement quand elles sont utiles pour détruire Daesh, mais quand on remarque que leur lutte est inspirante et réelle, et qu'elle devrait être connue par toutes les personnes se disant révolutionnaires. Le Tech 1000, c'est un moyen de réflexion et d'autocritique collective. Il se caractérise par un moment où un groupe de personnes s'asseyent, enfin moi je les imagine assises, et analysent les comportements ou les réflexions qu'elles ont eues. On peut parler de ce qu'on a fait, mais aussi de comment on a vécu ce qu'on nous a dit ou les choses qu'on nous a faites. Dans l'article de Cyril Dan sur le sujet, il est écrit « Dans la plupart des communautés dont nous venons, la critique est souvent perçue comme une attaque ou une déclaration négative. La philosophie Tech 1000 considère la critique comme un cadeau, que les camarades s'offrent mutuellement avec les meilleures intentions du monde. Il est impossible de faire une révolution et d'aspirer à créer une société plus égalitaire sans remettre en question les idées patriarcales, capitalistes, validistes, racistes dans lesquelles on a grandi. Se remettre en question et remettre en question le fonctionnement d'un groupe est fondamental si on ne veut pas retomber dans les mêmes schémas oppressifs. Mais comment ça s'organise concrètement ? Bien évidemment, ce que je vais te lister, c'est pas une généralité. Déjà, tous les participants et participantes sont assis et placés de façon à ce qu'il y ait aucune hiérarchie. L'endroit est généralement assez sobre et sans trop d'objets de façon à ce qu'il n'y ait pas de distraction. Dans la même idée de distraction, les participants et participantes ne mangent pas. Une personne anime la discussion. Les participants et participantes lèvent la main pour s'exprimer et chacun ou chacune peut parler que 2 fois. Une fois pour faire une critique ou une autocritique, et une fois pour apporter des suggestions d'amélioration. Une fois que toutes les suggestions ont été proposées, on en discute une à une. À la fin, l'animateur résume ce qui a été dit lors du Tech 1000. Il est possible de faire une critique à un ou une camarade, mais uniquement dans le but que cette personne s'améliore et que cela soit bénéfique pour le groupe. Ce qui est préconisé, c'est que cette personne réponde à cette critique au prochain Tech 1000, après y avoir réellement réfléchi. Au sein de chaque unité ont lieu des Tech 1000, des assemblées de combattants qui débattent du fonctionnement de leur collectif. Lors d'un Tech 1000, chacun peut être mis en cause, quelle que soit sa hiérarchie. Il existe des Tech 1000 mixtes ou non, et il existe aussi ce qui s'appelle un Tech 1000 militaire, qui s'organise avant ou après une bataille. L'idée c'est que c'est un Tech 1000 extrêmement court et très bref qui se fait debout. Il y a un nombre considérable de gens occidentaux qui viennent se battre au Rojava. Parfois pour quelques mois, quelques années, parfois elles y retournent et parfois elles tombent martyrs. On les appelle les combattants et combattantes internationalistes. Aller se battre au Rojava quand on est une personne occidentale, c'est pas très simple. Tu prends pas ton vol Air France pour arriver à Kobané. Il faut contacter les YPG ou YPG en amont, s'arrêter à un pays frontalier, ne pas éveiller les soupçons, te cacher dans une planque parfois très longtemps, le temps qu'on vienne te chercher, puis faire une traversée clandestine. Les raisons sont nombreuses. Ça peut être des anciens ou des anciennes militaires, des gens qui veulent à tout prix détruire Daesh, des gens qui ont envie de trouver un but à leur existence, mais c'est surtout des anarchistes, des communistes, en tout cas des socialistes, qui voient au Rojava la révolution qui les attendait en Occident. Fatigué de parler des mondes futurs ou des luttes passées entre 2 bières, et souvent plus par vantardise que par nécessité, j'ai vu que la révolution existait vraiment, mais pas chez moi, et que ça valait la peine de la défendre. Quand on lit les témoignages d'internationalistes européens, on voit souvent des parallèles avec la guerre civile espagnole, qui a motivé des milliers de personnes de par le monde à venir lutter contre le fascisme et pour la liberté. C'est la même chose qui se passe au Rojava, pourtant les volontaires sont bien moins nombreux. Une fois que les volontaires arrivent au Rojava, ils suivent une formation linguistique, idéologique et militaire, doivent écrire une lettre posthume, puis rejoignent les tabours de combattants et combattantes. Il y a des tabours seulement d'internationalistes, mais généralement elles sont mélangées. Ce qui revient beaucoup dans leur discours, c'est l'esprit de camaraderie très présent, la hiérarchie quasi invisible et l'importance donnée aux martyrs. Quand un ou une internationaliste tombe au combat, l'importance donnée à son sacrifice est la même. Beaucoup de jeunes internationalistes qui ont laissé derrière eux leur vie et leur famille et ont traversé le monde pour soutenir un peuple qui n'était pas le leur dans une bataille pour la liberté et contre le fascisme ont été tués à l'aube de leur vie par une idéologie fasciste soutenue par leur propre gouvernement. Mais, si l'internationaliste ne meurt pas, rentrer non plus n'est pas facile. Déjà, le retour à la société occidentale est très dur. Trouver un travail, mentir sur ce que l'on a fait les derniers mois, dire la vérité et se retrouver catégorisé comme terroriste,
voir les signes du capitalisme partout, voir l'endormissement de la société apporté par le système néolibéral, voir Macron féliciter Erdogan pour sa réélection, voir des fusillades contre la communauté kurde à Paris et voir les mouvements de gauche faire l'autruche sur le sujet. Reconnaître une légitimité au Rojava impliquait d'y participer. Et finalement, dans la gauche occidentale, beaucoup aimaient le confort d'une révolution aménagée, procrastinée et si lointaine qu'elle est inoffensive. Juridiquement, ça peut être dur aussi. On peut par exemple mentionner les 5 militants et militantes italiens qui sont allés au Rojava en 2018 et qui ensuite ont été mis en procès et risquaient un arrêté d'expulsion de 2 ans et une surveillance renforcée. Un appel avait tourné sur le sujet. Cette initiative nous a laissés perplexes. Comment une position active contre l'État islamique peut-elle être considérée comme un crime ou une source de danger pour l'Italie ? Les 5 sont accusés d'avoir appris à utiliser les armes. Nous leur demandons comment auraient-ils pu vivre dans un pays en guerre sans savoir comment se défendre ? Les 5 militants sont accusés d'avoir rejoint les YPG-YPG. Mais comment cela pourrait-il être considéré comme un crime, étant donné que les YPG-YPG combattent l'État islamique aux côtés de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, dont l'Italie fait partie ? Ou faut-il s'attendre à ce que l'État italien se déclare socialement dangereux ? Une seule parmi les 5 a été condamnée à 2 ans de surveillance spéciale, Maria Edgarda Marcusi. Elle a été privée de ses droits, soumise à un couvre-feu, pas le droit de fréquenter des lieux publics après 18h, tous ses déplacements doivent être signalés, et elle n'avait plus la possession de son permis ou son passeport, et elle ne peut pas prendre la parole en public. Le parquet parlait d'elle comme un danger social et voulait anticiper un potentiel crime futur. Toujours d'après le parquet, Maria a fait de la lutte contre le capitalisme sa raison de vivre, du coup il faut la surveiller, alors même qu'elle n'a rien fait d'illégal. Je n'essaye pas de te convaincre d'aller prendre les armes pour défendre la révolution au Rojava. Je n'essaye pas non plus de te convaincre de pas le faire. Dans la gauche et l'extrême gauche européenne, on a du mal à concevoir que la révolution qu'on attend avec impatience se passe si loin de nous, et se passe au Moyen-Orient. On a beau se battre contre les préjugés racistes qui gravitent tout autour de nous, le fait qu'une révolution s'organise sur des principes libertaires, mettant la lutte contre le patriarcat et la lutte écologique au premier plan, se passe dans une région du monde qu'on considère comme le gouffre des droits humains nous semble impossible. Pourtant, ça fait sens. Nous sommes endormis, satisfaits par le minimum de droits et de liberté que l'on nous accorde. Certains et certaines d'entre nous se battent et luttent, mais nous n'avons pas le nombre. Nous n'avons pas la colère entière d'un peuple qui, depuis des milliers d'années, subit une invisibilisation et une humiliation constante de leur culture. Nous n'avons pas la colère de femmes qui sont considérées comme des enfants sous tutelle, à qui on ne laisse aucune liberté. Nous n'avons pas la colère des Syriens qui vivent dans un pays corrompu, allié avec la Russie, avec un gouvernement qui préfère laisser la guerre détruire et tuer, plutôt que d'admettre sa défaite. À mon sens, le meilleur moyen d'aider la révolution du Rojava, c'est de répondre à leur colère en se révoltant contre nos gouvernements complices et en faisant vivre cette colère chez nous, pour leur offrir une aide plus grande que quelques combattants et combattantes, mais une aide internationale qui peut faire pression contre les États qui les tuent.